Tout a commencé quand nous avons trouvé cet ours en peluche dans le grenier. Après le décès de notre grand-mère, Clara et moi avons décidé de fouiller sa maison un jour de pluie. Il était là, au milieu des vieilles boîtes poussiéreuses, remplies de livres, de photos et de souvenirs. C'était un ours en peluche usé, avec une cicatrice de fil rouge cousue à travers son ventre. Sa fourrure, autrefois blanche, était sale et usée par le temps, et il n'avait qu'un seul œil. L'autre pendait à un fil fragile. « Qu'il est moche », dit Clara en riant nerveusement. Mais j'ai ressenti le besoin de le prendre avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que cet ours m'appelait d'une certaine manière. Clara me disait de le laisser là, mais je l'ai tout de même descendu du grenier et l'ai posé sur mon lit. Elle a simplement dit, c'est étrange, mais je n'y ai pas prêté attention. J'aimais cet ours, sans savoir vraiment pourquoi. Dès cette nuit-là, les choses ont commencé à sembler étranges. Je me suis réveillé en pleine nuit, avec la sensation que quelqu'un ou quelque chose me regardait. Il faisait très froid dans la chambre, bien plus que d'habitude. En ouvrant les yeux, je regardais l'ours en peluche posé sur la table à côté de mon lit. Mais quelque chose avait changé. L'ours n'était plus à l'endroit où je l'avais laissé. Il était assis au pied de mon lit, me fixant de son unique bouton d'œil. Mon cœur s'est mis à battre très fort, la peur m'envahissait. Je me disais que je l'avais laissé là avant de m'endormir, mais je savais que ce n'était pas vrai. Il avait bougé. Je me suis levé et l'ai remis sur la table. C'est dans ma tête, me répétais-je. Mais en me recouchant, une sensation d'inconfort profond ne me quittait pas. Le lendemain matin, Clara m'a dit que j'avais l'air pâle. Elle m'a demandé, « As-tu bien dormi ?» Son ton m'a dissuadé de lui raconter ce qui s'était passé. Mais je savais qu'elle avait ressenti quelque chose d'étrange avec l'ours aussi. Même en essayant de passer à autre chose, je ne pouvais pas m'ôter de l'esprit l'image de l'ours au pied de mon lit. Comment avait-il pu arriver là? Ce soir-là, j'ai décidé de laisser l'ours dans le salon. Il n'était plus question qu'il soit près de moi pendant que je dormais. La nuit suivante, après avoir laissé l'ours dans le salon, je tentais de me convaincre que tout cela n'était qu'un produit de mon imagination. J'étais certain que ma fatigue, causée par tout ce qui s'était passé depuis le décès de ma grand-mère, me jouait des tours. En me préparant pour la nuit, je fermais la porte de ma chambre et m'assurais que l'ours était bien loin. Je pensais que cela suffirait. Je me trompais. Je me suis à nouveau réveillé au milieu de la nuit, mais cette fois, ce n'était pas le froid qui m'avait réveillé. C'était un bruit. Un léger grattement, comme si quelque chose traînait sur le sol. Au début, je ne bougeais pas. J'essayais de déterminer d'où venait ce bruit. Ce n'était pas possible que ce soit Clara, car sa chambre était de l'autre côté du couloir. Le bruit provenait du rez-de-chaussée, du salon. Mon cœur battait à tout rompre. Je croyais qu'il allait exploser. J'ai tenté de l'ignorer, mais le bruit persistait. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un rampait lentement. Je sortis de ma chambre, tremblant, et pris ma lampe de poche. Le couloir était sombre, et le bruit continuait. Il était faible mais régulier. Je descendis les escaliers en essayant de faire le moins de bruit possible. Le bruit devenait plus fort à mesure que je m'approchais, puis il s'arrêta brusquement lorsque j'atteignis le bas des marches. Je pris une grande inspiration et entrai dans le salon. La porte était entr'ouverte. Je ne me souvenais pas de l'avoir laissée ainsi. En poussant la porte, mon cœur s'emballa. La lampe de poche éclairait les vieux meubles de ma grand-mère et les cartons que nous n'avions pas encore déballés. L'ours en peluche se trouvait assis bien droit au centre de la pièce, comme si quelqu'un l'avait délibérément placé là. Je ne l'avais pas laissé ainsi. Je l'avais posé à côté des vieux livres, dans un coin. Un frisson me parcourut l'échine. Je m'avançai lentement vers l'ours, la lampe de poche tremblante dans ma main. La peur me saisit. L'ours, avec son regard vide et son unique œil, me donnait l'impression d'être observé. Je l'ai rapidement attrapé et jeté dans le coin, comme si cela pouvait stopper la peur qui s'emparait lentement de mon esprit. Mais alors, je l'ai entendu juste au moment où je me retournais. Une voix douce et basse, qui semblait venir de derrière moi. « Viens jouer ?» Mon corps s'est glacé en entendant cette voix. Pendant une fraction de seconde, je me sentais incapable de bouger à cause du froid qui m'envahissait. « Viens jouer ?» Cette voix n'était pas réelle. L'ours n'était plus là, donc cela ne pouvait pas venir de lui. J'avais l'impression que les murs de la pièce se refermaient sur moi, et l'air devenait épais et étouffant. Je me suis tourné lentement et j'ai pointé la lampe torche vers l'ours. Il n'avait pas bougé, mais quelque chose dans son visage, ce sourire cousu, le rendait beaucoup plus effrayant maintenant. À l'intérieur de la maison, le silence était pesant. Seule ma respiration hachée rompait la quiétude. Je m'approchai de l'ours à nouveau, cette fois avec plus de prudence, et mes mains tremblaient à chaque pas. Dès que je l'atteignis, je le soulevai rapidement. Il semblait plus lourd, comme si quelque chose à l'intérieur l'avait rempli. Même si je me disais que ce n'était qu'un vieux jouet cassé, le murmure continuait à tourner dans mes pensées. Je courus vers la porte d'entrée, prêt à m'en débarrasser pour de bon. J'allais le jeter dans le jardin ou le laisser dans la poubelle de la rue.
Mais alors que je m'apprêtais à sortir, j'entendis des bruits de pas légers derrière moi. Je claquai la porte. On aurait dit qu'un petit animal marchait sur le sol en bois. Cela me donna la chair de poule. Je ne voulais pas regarder en arrière. Je savais ce que je verrais si je le faisais. Mais le besoin de me retourner était plus fort. Je me tournai lentement, et ce que je vis faillit me faire perdre la raison. Il était de nouveau par terre, exactement à l'endroit où je l'avais trouvé avant. Je ne comprenais pas. Il était dans mes mains, comment avait-il pu revenir ici? J'essayais de trouver une explication rationnelle à ce qui se passait, mais il n'y en avait aucune. Quelque chose grattait de nouveau les murs, mais cette fois, c'était plus fort et on aurait dit que cela les déchirait. Je le vis quand la lumière de la lampe torche se mit à clignoter. Une petite ombre passa rapidement dans le couloir, comme un enfant courant. « Qui est là » criai-je, la voix tremblante. Mais il n'y eut aucune réponse, juste le silence et ce grattement agaçant. La peur m'envahit. Il fallait que je parte. Mon corps tout entier tremblait tandis que je courus dans ma chambre, claquant la porte derrière moi et poussant le bureau contre celle-ci. Le grattement continuait, cette fois plus proche, juste derrière la porte. Le murmure revint, mais cette fois, il était plus fort, comme s'il provenait de l'autre côté. « Viens jouer ?» La porte était secouée de petits coups et de griffures. À chaque seconde qui passait, le bruit devenait plus fort et plus désespéré, comme si quelque chose de l'autre côté était déterminé à entrer. Le murmure, cette voix qui répétait « Viens jouer », m'enveloppait. Ce qui était pire, c'était que chaque fois que je l'entendais, une partie de moi voulait ouvrir la porte et laisser entrer ce qui était derrière. Je me répétais doucement, ce n'est pas réel, mais je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. L'ours était derrière cette porte. Il était devenu réel, et c'était cela le pire. Ce n'était plus un simple jouet. Le grattement s'arrêta soudainement, et un silence pesant emplit la pièce. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'avais peur de bouger, peur de respirer profondément. La peur me paralysait. Malgré la terreur, je m'approchai de la porte et collai mon oreille contre le bois, espérant entendre quelque chose qui me prouverait que la peur était terminée. C'est alors que la porte se mit à trembler. Le bois faillit céder sous un coup violent. Je reculai précipitamment, trébuchant sur le bureau et m'écroulant au sol. Les coups continuaient, de plus en plus forts, comme si l'ours tentait réellement d'entrer. Je n'allais pas rester là. Les lumières clignotèrent soudainement, et j'entendis des pas précipités. Je restai figé en entendant des petits pieds courir dans le couloir. Clara. Ma sœur devait être dans sa chambre, mais je savais que je n'étais pas le seul en danger. Il y avait quelque chose à l'intérieur de l'ours qui ne s'arrêterait pas tant qu'il ne nous aurait pas tous les deux. Clara, criai-je en ouvrant la porte d'un coup. Le couloir était vide, mais une ombre bougeait dans l'obscurité. En entrant dans la chambre de ma sœur, je la trouvai recroquevillée sur son lit, tremblante. Nous savions tous les deux ce qui se passait lorsqu'elle me demanda d'une voix tremblante, « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai attrapé la main de Clara et j'ai dit, « Nous devons quitter cet endroit. » Même si l'ours n'était pas dans le couloir, je pouvais encore sentir sa présence. Il y avait quelque chose de bien pire qui allait se passer. Juste au moment où nous atteignions la première marche de l'escalier, la porte du salon s'ouvrit d'elle-même avec un grincement terrifiant. L'ours en peluche était assis là dans l'obscurité, son œil pendant, mais à l'intérieur, quelque chose semblait bouger. La fourrure commençait à se tordre, comme si quelque chose essayait de sortir de l'intérieur. « Cours, Clara !» ai-je dit d'une voix aiguë, effrayée. Clara et moi avons couru plus vite que jamais. Nous savions que le temps était compté. L'ours nous attendait au bas des escaliers. Il ne pouvait pas bouger comme une personne le ferait, mais sa présence semblait bien plus dangereuse là, debout. Quelque chose à l'intérieur de lui voulait jouer, mais c'était un jeu mortel. « Cours !» ai-je crié en poussant Clara vers la porte d'entrée. L'air était lourd, comme si quelqu'un ou quelque chose nous poursuivait. Je savais que nous devions quitter la maison immédiatement. L'ours était derrière nous. Nous avions laissé la porte d'entrée ouverte auparavant, mais maintenant elle était fermée. « Ce n'est pas possible !» ai-je crié en luttant avec la serrure. Lorsque j'ai posé mes mains sur le bois de la porte, elle a tremblé, comme si quelque chose de l'autre côté la tirait pour la maintenir fermée. Le visage de Clara était pâle et couvert de larmes, et je pouvais voir dans ses yeux qu'elle ressentait la même présence terrifiante autour de nous. « Il est là !» Clara a crié soudainement en pointant vers le couloir. Nous n'avions pas remarqué que l'ours en peluche s'était déplacé, car il se tenait maintenant plus près de nous. Il semblait que quelque chose à l'intérieur de lui était sur le point d'exploser, ses coutures étaient tendues. Ses yeux de bouton brillaient, et le sourire cousu semblait s'élargir, révélant une bouche horriblement tordue. Finalement, j'ai donné un coup de pied à la porte de toutes mes forces. L'air froid de la nuit nous a frappés comme une bouffée d'air salvatrice. Nous avons couru dehors, mais en nous retournant, l'ours était juste à l'entrée de la porte. Sa petite silhouette tordue se détachait dans l'obscurité. J'ai couru avec Clara jusqu'au bout de la rue. Nous étions essoufflés et tremblants.
J'ai regardé vers la maison, espérant voir un signe que les horreurs étaient terminées, mais tout ce que j'ai vu, c'était lui à la fenêtre. L'ours nous observait depuis le cadre. Je savais que nous ne pouvions pas simplement fuir loin de lui. Ce jouet était lié à quelque chose de bien plus ancien et sombre. Quelque chose qui ne nous laisserait pas trouver la paix. Nous ne sommes pas rentrés à la maison cette nuit-là. Nous sommes allés chez des amis pour chercher un refuge, mais les mots de l'ours restaient dans mon esprit, même à distance. « Viens jouer » résonnaient sans cesse dans ma tête, comme pour me prévenir que ce n'était pas fini. L'ours allait revenir. Après ça, il ne serait pas si facile de gagner le jeu. Je ne sais pas pourquoi je suis entré dans cette boutique vintage. Quelque chose dans la vitrine avait attiré mon regard, sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi. C'était une petite boutique nichée dans une partie sombre de la ville. Le genre d'endroit que l'on pourrait facilement manquer si l'on ne le cherchait pas. Mais quelque chose m'a poussé à m'arrêter devant la vitrine ce jour-là. Elle était au centre, entourée de meubles poussiéreux et d'horloges cassées. Une poupée en porcelaine en parfait état. Ses cheveux blonds étaient soigneusement bouclés et ses yeux en verre bleu semblaient me fixer. Elle tenait une petite fleur en plastique dans ses mains et portait une vieille robe blanche ornée de dentelle. Il y avait quelque chose d'étrange à son sujet, mais je ne pouvais pas détourner mon regard. J'avais l'impression qu'elle m'appelait. En entrant dans la boutique, la porte s'est ouverte avec un carillon. L'air était lourd, chargé de l'odeur des vieilles choses et de l'humidité. Le propriétaire, un vieil homme, m'a souri depuis son comptoir, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de la poupée. Le vieil homme s'est approché de la vitrine et a demandé « Vous êtes intéressé ? C'est une pièce spéciale, très spéciale. » Je ne savais pas pourquoi j'ai hoché la tête. Je sentais que je devais ramener cette poupée chez moi. Je n'ai pas demandé combien elle coûtait ni d'où elle venait. J'ai payé et l'ai prise dans mes mains, sentant la froideur de la porcelaine. Il a souri d'une manière étrange, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai placé la poupée sur une étagère parmi quelques vieux livres et autres objets curieux. C'était une erreur de ma part. J'aurais dû sentir la présence de quelque chose de sombre dans l'air, mais j'étais trop fasciné pour m'en rendre compte. La nuit fut calme, jusqu'à l'aube. Je me suis réveillé à cause d'un bruit, un léger sanglot. J'ai d'abord pensé que c'était un rêve, mais le son était toujours là quand je me suis réveillé. Il était si faible qu'on pouvait à peine l'entendre, comme un enfant qui pleure. Je regardais partout, ne sachant que faire, jusqu'à ce que je voie la poupée. Des larmes de sang. Ce que j'ai vu m'a choqué. Les joues de porcelaine de la poupée étaient tachées de sang, traçant de fines lignes sombres sous la lumière tamisée de la pièce. Je me suis lentement levé, les mains tremblantes, essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'un cauchemar. Pourtant, les larmes étaient bien là, scintillant sous le clair de lune qui traversait la fenêtre. Mon cœur battait à tout rompre alors que je m'approchais de l'étagère. J'avais laissé la poupée à l'endroit même où je l'avais trouvée, avec sa robe blanche impeccable et son visage inexpressif. Mais ses yeux, ils semblaient réels. Je ne savais pas quoi faire. J'ai failli toucher les larmes du bout des doigts, mais quelque chose m'en a empêché. L'air était froid, comme lors de ma première rencontre avec elle dans la boutique. Un frisson m'a parcouru l'échine, et pendant un instant, j'ai pensé à laisser cette poupée derrière moi et à m'enfuir immédiatement. Mais je savais que quelque chose de plus profond se jouait à l'intérieur. Je ressentais une présence que je ne comprenais pas, tout autour de moi. J'ai essayé d'ignorer la peur qui rampait sous ma peau en retournant me coucher. Je me suis promis de me débarrasser de la poupée le lendemain, mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le bruit de ses pleurs revenait chaque fois que je fermais les yeux. C'était un son doux et continu, comme s'il résonnait tout près de mon oreille. Le matin mit du temps à arriver, mais les premiers rayons du soleil percèrent enfin la fenêtre. Je me suis levé d'un bond, prêt à m'en débarrasser. Pourtant, en regardant l'étagère, les larmes avaient disparu. Le visage de la poupée était aussi net que lorsqu'elle m'avait été remise à la boutique. Les larmes de sang de la nuit passée s'étaient volatilisées. J'ai tenté de me persuader que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Peut-être étais-je trop fatigué ou trop préoccupé. Pourtant, au fond de moi, je savais que tout était réel. Les pleurs et les larmes de sang n'étaient pas un rêve. Toute la journée, j'ai évité de regarder la poupée, mais je n'ai pas pu me débarrasser de ce sentiment de malaise. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai enfermé la poupée dans le placard. J'ai claqué les portes pour m'assurer qu'elle ne pourrait pas me voir depuis mon lit. Cela n'a servi à rien. Les pleurs ont recommencé, mais cette fois, ils étaient plus forts. Ce n'étaient plus de simples sanglots. Ces pleurs étaient si déchirants qu'ils me brisaient le cœur. Et cette fois, ils ne venaient pas du placard. Ils venaient de l'intérieur de moi. Je pouvais entendre les pleurs dans ma tête, comme s'ils venaient de l'intérieur de moi. Cela ne fonctionnait pas. J'ai essayé de les ignorer en plaquant mes mains sur mes oreilles. Le son provenait de l'intérieur, pas de l'extérieur.
Ce sentiment me donnait l'impression que quelqu'un ou quelque chose essayait de pénétrer dans mon esprit et de contrôler mes pensées. Lorsque j'ai ouvert les yeux, mon cœur battait à 1000 à l'heure. C'était très calme. La pièce était toujours silencieuse, mais je ne me sentais pas seul. Je savais que c'était l'œuvre de la poupée. Elle contenait quelque chose de mauvais et de sombre, et cela essayait désormais de m'atteindre. J'étais déterminé à en finir pour de bon, alors je suis sorti du lit. En me dirigeant vers le placard, je pouvais sentir un froid étrange venant de l'intérieur de moi. L'air me frappa quand j'ouvris brusquement les portes, et elle était là. La poupée était assise, tenant toujours sa fleur dans ses mains, vêtue de sa robe blanche. Elle semblait intacte. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je me voyais dans ses yeux troubles, mais quelque chose n'allait pas. Mon reflet avait un sourire qui n'était pas le mien. En reculant de peur, l'air semblait se densifier. La poupée paraissait attendre quelque chose tout en me fixant. J'ai choisi de mener l'enquête. Il devait y avoir quelque chose dans cette poupée qui expliquerait ce qui se passait. J'ai sorti mon téléphone et recherché le nom de la vieille boutique où je l'avais trouvée, dans l'espoir d'en savoir plus sur son origine. Après plusieurs recherches, j'ai finalement trouvé un vieil article de presse. Une jeune fille disparaît dans des circonstances mystérieuses et est liée à une vieille poupée. Il y avait une fille nommée Elisa qui avait disparu il y a de nombreuses années, et l'article racontait son histoire. Selon l'article, la dernière fois qu'on l'avait vue, elle jouait avec une poupée en porcelaine qui ressemblait beaucoup à celle que j'avais achetée. Elisa adorait cette poupée, mais on ne la revit plus après sa disparition. Ce n'est que bien plus tard qu'elle réapparut dans une vieille boutique. Un frisson parcourut mon corps. La poupée dans ma chambre était la même que celle qu'Elisa possédait. Après avoir raccroché, je me suis approché du placard et j'ai regardé la poupée, toujours immobile. Maintenant, je comprenais. C'était la douleur et les larmes d'Elisa que je ressentais et entendais. Son esprit était piégé dans cette poupée, condamné à revivre une tragédie ancienne. Mais quelque chose d'autre me troublait profondément, Elisa ne faisait pas que pleurer. Elle me voulait, moi. Elle voulait que je ressente la même douleur qu'elle avait endurée. Je suis resté figé de peur après avoir lu l'histoire d'Elisa. J'avais l'impression que la poupée attendait ce moment depuis toujours, comme si le fait de découvrir son origine l'avait réveillée d'un profond sommeil. La pièce était tellement étouffante que j'avais du mal à respirer, et mon cœur battait à tout rompre. Il fallait que je m'en débarrasse. Je comprenais maintenant. Elisa était enfermée dans la poupée, et si je n'agissais pas rapidement, la malédiction risquait de se retourner contre moi. J'ai saisi la poupée en céramique avec des mains tremblantes. Elle semblait plus lourde, comme s'il y avait autre chose à l'intérieur, en plus de l'argile. Son visage blanc était froid, mais ses yeux en verre? Ils avaient été si innocents au début, mais maintenant, il me regardait avec une expression de connaissance de ce que j'allais faire. J'ai murmuré, ça suffit, pour tenter de me rassurer. Mais avant même que je puisse faire 2 pas vers la porte, les lumières ont commencé à vaciller. Soudainement, l'atmosphère changea. La température chuta si brusquement que je pouvais voir ma respiration dans l'air. Les pleurs revinrent plus forts que jamais, se répétant en boucle dans ma tête comme un écho déchirant. La poupée se mit soudainement à trembler dans mes mains, comme si elle essayait de s'échapper. Prise de panique, je la laissai tomber. Elle heurta le sol avec un bruit sourd. Les pleurs se transformèrent en un cri, trop insupportable pour être enduré. Je plaquai mes mains sur mes oreilles, mais ce cri était tellement douloureux qu'il était impossible de l'ignorer. Je ressentais la douleur d'Elisa, elle m'entourait. Le cri cessa soudainement, et un silence total envahit la pièce. Je regardais la poupée qui gisait face contre terre. Je m'approchai pour la ramasser, mais quelque chose attira mon attention. Sous la robe blanche, il y avait une inscription sur son dos. Je la soulevai avec des mains tremblantes et découvris ce qui ressemblait à des écritures dans une langue que je ne comprenais pas, gravées dans la porcelaine sous les couches de tissu. C'était comme si quelqu'un observait chacun de mes mouvements depuis derrière moi. C'est alors que je me suis retourné lentement et que j'ai vu une ombre dans le miroir sur le mur. Salut, Elisa. Sa silhouette était déformée, ressemblant à un contour sombre d'une fillette. Elle n'avait pas de visage, mais ses yeux tristes et pleins de colère me fixaient. Je t'en prie, ne le fais pas, implorait une voix d'enfant, douce mais pleine de terreur. Il ne fallait pas briser la poupée, disait Elisa. Elle ne voulait pas que je la libère. Cependant, je savais ce que je devais faire. Je courus vers la cheminée en tenant la poupée. Rien d'autre que le feu ne pourrait me libérer de cette malédiction. Mais à peine avais-je allumé les flammes qu'une pensée terrifiante m'arrêta. Si je détruisais la poupée, la malédiction ne disparaîtrait pas. Au contraire, quelque chose de pire pourrait se produire. Le foyer était en feu, et je plaçai la poupée devant les flammes. C'était la fin, j'allais en finir et détruire ce qui se cachait à l'intérieur de cette porcelaine maudite. La voix d'Elisa, plus désespérée que jamais, pleurait dans ma tête. Mais je devais continuer. Elle murmura de nouveau, cette fois avec plus de force. Je t'en prie, ne le fais pas. La présence sombre derrière moi semblait plus puissante.
L'air devint lourd, et respirer devint difficile, comme si toute l'air de la pièce était aspirée. Avant, la poupée n'était qu'un simple objet. Maintenant, elle semblait résister, tremblant légèrement dans mes mains. « Je vais te détruire », criai-je en la tirant vers le feu. Mais au moment où j'allais la jeter, quelque chose me coupa net. C'était horriblement froid, comme si j'avais été plongé dans la glace. J'étais figé. Je vis Elisa. Dans la pièce, sa silhouette fantomatique prit forme. Une petite fille en robe blanche ensanglantée, sale et déchirée. Bien que flou, son visage exprimait une tristesse déchirante mêlée à la douleur. Lorsqu'elle ouvrit la bouche pour parler, sa voix ne ressemblait pas à celle d'une enfant. Ses yeux étaient des puits vides de souffrance. « Si tu me détruis, tu viendras avec moi. » La peur me paralysa. Je ne savais pas quoi faire pendant un moment. Je savais que je devais briser la poupée, mais je n'étais pas sûr de ce qui se passerait si je le faisais. Ne pas briser la poupée signifierait que la malédiction ne serait pas terminée. Et si cela libérait quelque chose de bien pire au lieu de me libérer? Je t'en prie. Elisa répéta, plus proche maintenant. La tristesse dans sa voix se mêlait à autre chose, une aversion profonde. Elle savait que même si elle était piégée, elle renfermait quelque chose de maléfique qu'elle ne pouvait contrôler. Je resterais à jamais prisonnier de la douleur de la poupée si elle n'était pas détruite. Sans réfléchir davantage, je lançai la poupée dans le feu. Les flammes la dévorèrent rapidement, et un cri terrible emplit la pièce. Elisa disparut en un instant, mais le son de ses pleurs resta dans l'air, comme une cicatrice sur le monde réel. Pendant un instant, la maison trembla. On aurait dit que tout allait s'effondrer. Puis, le silence revint. La poupée avait brûlé, et le froid qui m'entourait commença à s'estomper. Je pouvais enfin respirer à nouveau. Mon cœur battait encore à tout rompre tandis que je m'effondrais au sol, complètement épuisé. Je savais que c'était fait. La poupée était détruite. Mais en regardant les dernières braises dans la cheminée, une peur atroce m'envahit. Quelque chose n'était pas normal dans l'air. Cette nuit-là, je dormis profondément, épuisé par la terreur que j'avais traversée. Mais au matin, je savais. La malédiction continuait. Sur mon étagère, là où se trouvait autrefois la poupée, il y avait une petite fleur. C'était la même fleur que la poupée tenait dans ses mains lorsque je l'avais achetée. Je pouvais encore entendre le dernier sanglot d'Elisa dans l'air. C'est ainsi que je n'aurais jamais pensé qu'une simple boîte à musique puisse changer ma vie. Tout a commencé avec un joli cadeau. J'ai reçu cette belle boîte en bois sculptée à la main de ma grand-mère lorsqu'elle est décédée. Elle avait des accents dorés et une petite danseuse au milieu. Elle était fragile et ancienne, et lorsque je l'ai ouverte pour la première fois, une mélodie envoûtante s'est jouée, me donnant l'impression de me sentir lié à elle. Quand ma mère me l'a donnée, elle a dit « C'était très important pour ta grand-mère ». Ils ne le disaient pas intentionnellement, mais quelque chose dans leur façon de parler m'a fait penser qu'ils ne me disaient pas tout. J'avais l'impression de connaître quelque chose de cette boîte, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. Je l'ai touchée pour la première fois simplement par curiosité. La danseuse tournait lentement sur son axe tandis que je tournais la petite clé à l'arrière. La musique se répandait dans ma chambre. La mélodie était douce et presque triste, mais elle était si belle que je ne pouvais pas m'en détacher. J'avais l'impression que la musique m'attirait et me donnait envie de continuer à l'écouter encore longtemps. La première nuit fut calme. Je n'y pensais plus après avoir posé la boîte à musique sur l'étagère et m'être allongé. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé, la musique jouait toujours. Ma première pensée fut que j'avais peut-être laissé la boîte ouverte. En allant la refermer, j'ai constaté que le couvercle était déjà fermé et que la clé n'avait pas été remontée. Il n'y avait aucune raison pour que la boîte à musique joue. Un frisson me parcourut le dos. J'ai voulu l'ouvrir à nouveau, mais dès que je l'ai fait, la musique s'est arrêtée brusquement, comme si elle n'avait jamais joué. La danseuse était immobile, figée dans une pose gracieuse, et la pièce était plongée dans un silence de mort. Je me répétais, ce doit être mon imagination, mais cette boîte avait quelque chose de bizarre. Depuis que j'avais commencé à la faire jouer, l'air semblait différent. Je suis retourné me coucher, essayant d'ignorer cette sensation qu'il y avait plus à cette mélodie, car je ne voulais pas y penser davantage. Cette nuit-là, j'ai rêvé que je dansais. Mais la danse n'était pas comme les autres. Je ne pouvais pas m'arrêter de bouger, mon corps se mouvait au rythme de la même mélodie que j'avais entendue dans la boîte à musique. Je tournais sans fin, prisonnière d'une danse sans fin, tandis que la silhouette de la danseuse m'observait à distance, comme si elle me contrôlait. Lorsque je me suis réveillé, mon cœur battait la chamade. La mélodie continuait de résonner dans ma tête. Elle était belle, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de malaise qu'elle me provoquait. J'ai décidé de ne plus jouer la boîte à musique, du moins pour un temps. Mais ma curiosité continuait de me harceler, comme un murmure que je ne pouvais pas faire taire. Au cours des jours suivants, la boîte resta sur mon étagère, me fixant, comme si elle me défiait de l'ouvrir à nouveau.
J'avais l'impression d'être prise entre la peur et la fascination. La mélodie continuait de résonner dans mon esprit, me troublant la nuit et me suivant durant la journée. Une nuit, je n'ai plus pu me retenir. L'envie de comprendre était trop forte, et j'ai décidé qu'il fallait que je découvre la signification de cette musique. Je suis sorti du lit et me suis dirigé vers l'étagère. À chaque pas, je sentais l'air devenir plus lourd. J'ai ouvert la boîte à musique avec des mains tremblantes. À la première note de la chanson, la danseuse tourna gracieusement sur son axe. Mais cette fois, j'ai remarqué quelque chose de différent. Le son de la musique était plus aigu et plus intense, comme si la mélodie changeait de forme pour devenir plus sombre. J'avais l'impression que les notes étaient plus mélancoliques, empreintes de tristesse et de désespoir. En écoutant, je ressentais une étrange connexion avec la danseuse. Les yeux de la figurine semblaient plus vivants, me fixant avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Que veux-tu me dire » ai-je murmuré, même si je savais que c'était absurde de parler à quelque chose d'inanimé. La musique changea alors. Ce que je pensais être une douce mélodie se transforma en murmure et en voix qui semblaient provenir de la boîte elle-même. Les mots étaient difficiles à comprendre, mais le ton était empreint de tristesse et de douleur. L'air de la pièce devint plus froid, et je sentis quelque chose de sombre s'infiltrer. Je savais que je n'étais plus seul à ce moment-là. Une silhouette sombre se déplaçait lentement vers moi dans le coin de ma chambre. J'étais paralysé par la peur. Mes mains ne répondaient plus lorsque j'essayais de refermer la boîte. La musique semblait refuser que je parte, devenant plus forte, comme pour m'envoûter. L'obscurité et les voix se rapprochaient de plus en plus. Elle murmurait, suppliante, « Rends-nous, rends-nous ». Je ne comprenais pas ce qu'elle demandait. Même si mes jambes tremblaient, j'ai finalement refermé la boîte. Dès que le son s'est arrêté, l'ombre a disparu, comme si la lumière du jour avait brisé le sortilège de la nuit. Il y eut un silence, mais la peur, elle, restait. Je savais que je ne pourrais pas oublier ce que j'avais vu. Cette boîte à musique était porteuse d'un mystère, et je devais découvrir de quoi il s'agissait. L'horreur de ce qui s'était passé cette nuit-là m'a poussé à en savoir plus sur la boîte à musique. Je savais que je ne pouvais pas la laisser telle qu'elle. Il était impossible de ne pas penser qu'il y avait quelque chose de maléfique derrière tout cela. Le lendemain matin, je suis allé à la bibliothèque de la ville pour chercher des informations sur la mélodie et son histoire. J'ai fouillé dans de vieux livres et journaux pendant des heures avant de tomber sur un récit concernant une danseuse célèbre des années 1920, morte dans un accident tragique. L'article mentionnait qu'elle s'appelait Isadora et qu'elle était connue pour ses spectacles envoûtants. Cette boîte à musique jouait la même chanson sur laquelle elle avait dansé lors de son dernier spectacle. Le lien était indéniable. Isadora possédait la boîte à musique, et son esprit semblait y être prisonnier. La légende disait que la boîte avait été maudite après sa mort. Ceux qui la possédaient vivaient des phénomènes étranges, et certains disparaissaient sans laisser de traces. L'histoire racontait aussi qu'avant de mourir, Isadora était obsédée par l'idée de devenir immortelle à travers son art et qu'elle avait entrepris des rituels sombres pour y parvenir. Beaucoup prétendaient que son esprit ne trouverait pas le repos tant que le monde n'aurait pas vu sa danse une nouvelle fois. En lisant cela, un frisson m'a parcouru, car je savais que j'avais découvert quelque chose de bien plus grand que moi. J'ai décidé de retourner chez moi. Je devais affronter la boîte et comprendre ce qu'elle attendait de moi. En arrivant, la boîte à musique était toujours à sa place, et l'air dans la pièce semblait chargé de secrets. Lorsque j'ai ouvert la boîte à musique, je me suis préparé à tout ce qui pourrait arriver. La mélodie a commencé à jouer. Au début, elle était douce, puis elle s'est transformée en une version déformée de la chanson. Les voix parlaient à nouveau, mais cette fois-ci, elles n'étaient plus des supplications, elles ressemblaient à une symphonie de désespoir. La danseuse tournait, mais ses mouvements étaient déformés, comme si elle luttait contre quelque chose qui la retenait. « Isadora » ai-je crié, même si je savais que cela ne servirait à rien. Il n'y eut aucune réponse. Tout ce que j'entendais, c'était la mélodie et la douleur qui se renforçaient autour de moi. Je pouvais sentir la pièce devenir de plus en plus sombre, comme si la boîte absorbait la lumière. La silhouette que j'avais vue auparavant est réapparue, mais cette fois, elle était plus nette. Une femme portant une robe de danse déchirée et sombre. C'était Isadora, et ses yeux étaient emplis de tristesse et de colère. Les voix, devenues plus fortes, résonnaient dans mes oreilles comme un chœur de lamentation. « Rends-moi » Je savais qu'elle ne voulait pas que je la détruise, car sa voix résonnait dans la pièce lorsqu'elle criait. Elle voulait que je la rejoigne dans sa danse. L'idée me terrifiait, mais elle m'intriguait aussi. Pourrait-elle me libérer de sa malédiction si je l'aidais à trouver la paix ? Je ne pouvais pas détourner le regard d'Isadora et de sa forme spectrale. Elle était difficile à ignorer, et l'air autour de moi semblait vibrer de son énergie. Au fur et à mesure que la mélodie jouait, chaque note m'envoûtait, comme si la musique guidait mes mouvements. « Que veux-tu de moi » J'ai réussi à demander, partagé entre la peur et la fascination. À mesure qu'Isadora s'approchait, ses traits devenaient plus distincts, mais ses yeux restaient les mêmes,
plein de désir et de désespoir. Je ressentais une connexion immédiate avec elle, comme si elle était piégée de la même manière que moi. « Je veux danser », dit-elle d'une voix douce et triste. « Je veux être vue encore une fois, mais mon temps est passé. Aide-moi à terminer la danse, s'il te plaît. » Même si la demande semblait innocente, je savais qu'il y avait un piège. Que m'arriverait-il si j'acceptais? La dernière fois que j'avais dansé, j'avais senti une ombre sombre derrière moi. L'esprit d'Isadora n'avait pas trouvé la paix, et je risquais de devenir la prochaine à la rejoindre dans sa danse effrayante. Cependant, une part de moi voulait l'aider. La tristesse dans ses yeux était évidente. Sur un coup de tête, j'ai finalement accepté. Je lui ai dit, je vais t'aider, et la musique est devenue plus forte. Isadora tendit la main pour me toucher, et quand elle l'a fait, j'ai ressenti une vague d'énergie. La pièce a changé autour de moi. Avant même de m'en rendre compte, les murs avaient disparu et je me trouvais sur une grande scène, baignée de lumière et de l'applaudissement du public. J'avais l'impression d'avoir voyagé dans le temps, à l'époque d'Isadora, quand la danse était un art pur. Je savais que je dansais avec elle, guidé par chacun de ses mouvements. La musique me touchait profondément, et toute ma peur s'était envolée à cet instant. Je m'abandonnais à la danse, à sa beauté, et à la sensation de connexion avec l'esprit d'Isadora. Mais soudain, une obscurité m'a arraché à mon rêve. La mélodie de la musique a changé, devenant plus rapide et plus frénétique. Une force en moi tentait de prendre le contrôle de ma volonté. Quand Isadora le comprit, elle me regarda avec un visage à la fois triste et terrifié. Elle cria, « Ne laisse pas cela te consumer », mais sa voix était étouffée par la musique retentissante. Je savais que je devais me battre. C'était ma vie qui était en jeu. Pour me concentrer, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me rappeler qui j'étais. La liberté que je ressentais et mon amour pour la danse m'ont aidé à repousser l'obscurité qui tentait de m'envahir. « Libère-moi ». La musique s'arrêta juste après que j'ai crié de toutes mes forces. La scène disparut, et le silence revint. Lorsque je me retrouvai dans ma chambre, je tremblais, trempé de sueur. La boîte à musique était ouverte, et la danseuse tournait encore, mais cette fois, il n'y avait ni ombre, ni larmes, ni désespoir. Juste une musique douce et belle. En regardant autour de moi, je savais que j'avais libéré Isadora. Maintenant que sa danse était achevée, son esprit pouvait enfin se reposer. Mais je savais au fond de moi que sa malédiction m'avait changé. Après cette expérience éprouvante, je m'appuyai contre le mur pour reprendre mon souffle. La boîte à musique restait ouverte, et la danseuse tournait lentement, comme si elle savourait sa nouvelle liberté. Pourtant, une sensation troublante planait dans l'air. J'étais à la fois soulagé et inquiète. Soudain, je me rendis compte que le rythme avait encore changé. Ce n'était plus une mélodie douce et mélancolique, mais quelque chose de plus menaçant. Les notes semblaient crier un message que je ne pouvais pas comprendre, un cri de douleur et de tristesse. L'air devint plus lourd, et la température chuta considérablement dans la pièce. « Isadora ?» J'appelai, sentant encore sa présence autour de moi. Il n'y eut aucune réponse. Mais la danseuse continuait à tourner, et ses yeux devinrent fixer les miens alors que la musique devenait de plus en plus forte. Je sentais qu'un événement sombre se préparait, et l'air devenait de plus en plus oppressant. « Ça suffit !» criai-je, mais la musique continuait, comme si elle se moquait de moi. À ce moment précis, un vent glacial souffla dans la pièce, et les lumières commencèrent à clignoter. La boîte à musique tremblait, comme si une force invisible essayait de s'en échapper. La silhouette d'Isadora réapparut, mais cette fois, son visage était déformé, exprimant douleur et colère. Elle cria, « Ne me laisse pas partir », et sa voix résonna au loin. « Tu m'as ramené, et maintenant tu dois rester. » La peur envahissait mon corps. Je ne voulais pas faire partie de son histoire, ni être prise au piège dans la boucle de sa souffrance. « Non, Isadora. Tu m'avais demandé de te libérer, non ?» J'essayais de lui parler, mais ses sanglots emplissaient l'air, résonnant comme un glas de mort à mes oreilles. Son rugissement, « Tu ne peux pas m'échapper », fit surgir les ombres qui m'entourèrent et me plongèrent dans leur obscurité glaciale. Je pouvais sentir le poids de la malédiction revenir avec plus de force, et mes jambes cédèrent sous moi. Je me rappelais de ce que j'avais lu sur sa passion pour la danse et sur sa quête d'immortalité. Je devais me débarrasser à la fois de sa douleur et de son ombre. Je pris la décision, avec toute ma volonté, de ne pas laisser sa tristesse envahir ma vie. Au bref instant où la musique s'arrêta, je fermai les yeux et imaginai que j'étais ailleurs, dans un endroit où la danse n'était que joie et non souffrance. « Isadora, laisse partir. » Un éclair de lumière traversa les ténèbres juste après que j'ai crié. La pièce s'illumina, et je vis Isadora, désormais apaisée. Son visage avait changé, et pendant un instant, je revis la jeune fille qu'elle avait été. Le vent s'apaisa, et la silhouette d'Isadora s'effaça, ne laissant derrière elle que le son de son rire. C'était comme si la pression autour de moi s'était dissipée lorsque la boîte à musique cessa de jouer. Elle était partie, mais je savais que ce que j'avais fait était juste.
Pour la dernière fois, je regardai la boîte à musique et pensai au sombre voyage que je venais de traverser. Je la remis sur l'étagère et refermai le couvercle. Les ombres s'évanouirent avec l'aube d'un nouveau jour. Je me sentais libre, ayant libéré Isadora, et libéré moi-même, d'une certaine manière. Mais le silence régnait dans la pièce, et je me demandais si la musique se remettrait à jouer un jour. Ou si je pourrais jamais me défaire de l'écho de sa mélodie. Je n'aurais jamais pensé que l'objet le plus mystérieux de cette vieille maison à la campagne, où nous avions emménagé, serait ce qui se trouvait à l'intérieur. Quelqu'un qui y avait vécu auparavant avait laissé derrière lui un vieux train en bois, avec de la peinture écaillée et des signes d'usure. Je ne savais pas pourquoi, mais ce simple jouet attira immédiatement mon attention. La première nuit, je jouais avec, enclenchant le mécanisme qui faisait avancer le train sur les rails. Au fur et à mesure que les petites roues du train grincèrent doucement sur les rails en bois, le son emplissait la pièce, lui donnant une étrange vitalité. Ce train était différent, on aurait dit qu'il voulait me raconter une histoire. Cette même nuit, très tôt le matin, un bruit étrange me réveilla. C'était le son d'un train réel, et non celui du petit jouet. Encore à moitié endormi, je me levai et suivis le bruit jusqu'au salon. Le train jouet avançait sur ses rails, ses lumières clignotant au rythme de ses mouvements. Pourtant, j'étais certain de ne pas avoir laissé le train allumé. Un frisson parcourut mon échine et un mauvais pressentiment m'envahit. Le bruit du train devenait de plus en plus fort, presque comme s'il venait de l'extérieur, comme si un énorme train s'apprêtait à défoncer le mur du salon. La pièce était glaciale. Je m'approchai lentement, essayant d'éteindre le jouet, mais avant que je ne puisse l'atteindre, les lumières du train s'éteignirent. Soudain, le silence retomba. Le train s'arrêta. Il y avait un tel silence dans la pièce que je pouvais entendre ma propre respiration. Après cela, je vis quelque chose d'encore plus étrange, il y avait des traces de suie sur les rails, comme si le train avait émis une sorte de fumée qui s'était attardée dans l'air. Je retournai me coucher en essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'un produit de mon imagination. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce jouet n'était pas normal. Le lendemain matin, lorsque je racontai l'incident à ma mère, elle éclata de rire. Elle secoua la tête et dit « Tu as beaucoup d'imagination ». Mais son regard me laissait penser qu'elle sentait aussi que quelque chose n'allait pas. Il y avait une présence que nous ne pouvions pas voir. Même si j'essayais de me détourner du train jouet après cette nuit, je n'y parvenais pas. Durant la journée, le train restait à sa place et ne montrait aucun signe d'être autre chose qu'un vieil objet usé. Mais lorsque les lumières de la maison s'éteignaient la nuit et que le silence régnait, je ressentais une sorte de poids dans l'air. Je ne pouvais pas le voir, mais je savais que c'était là. La nuit suivante, je fus de nouveau réveillé par un bruit. C'était le train. Mais cette fois-ci, le son n'était pas celui du doux grincement habituel d'un jouet. C'était le rugissement d'un véritable train. Un grincement aigu résonnait dans toute la maison, comme le métal frottant contre le métal. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je me réveillai, essayant de me persuader que ce n'était qu'un cauchemar. En entrant dans le salon, je vis le train. Il tournait en rond sur ses rails, sa lumière clignotant au fil de son parcours. Mais ce qui attira mon attention fut autre chose. Il y avait quelque chose à l'intérieur des wagons. Des petites formes sombres et des ombres mouvantes. À mesure que je m'approchais, un frisson parcourut ma peau, et j'observai de plus près les wagons. Ce que je vis me fit reculer d'effroi. Elles ressemblaient à de petits fantômes, piégés à l'intérieur des wagons, formés d'ombre. Quelque chose me disait que ces êtres n'étaient pas là lorsque j'avais découvert le train pour la première fois. Une pression monta dans ma poitrine. On aurait dit qu'il s'agitait comme s'il tentait de s'échapper d'une sorte de prison sans issue. La pièce se refroidit, et soudain, le bruit du train changea. Ce n'était plus le bruit d'un jouet. J'entendis des cris et des sons difficiles à déchiffrer provenant des wagons. On aurait dit que les petites figures essayaient de communiquer entre elles. Leur hurlement était déchirant, empreint d'un désespoir profond. J'avais l'impression que le train voulait me montrer quelque chose de terrible qui s'était passé. C'est alors que ma mère apparut sur le pas de la porte. Son visage était pâle et ses yeux à moitié clos de sommeil. « Que fais-tu ici à cette heure-ci » me demanda-t-elle. Lorsqu'elle regarda le train, elle ne parut pas surprise. À la place, elle sembla inquiète. Sa voix tremblante me dit « Tu devrais laisser ce train tranquille », ce qui ne fit qu'alourdir le malaise qui m'envahissait. Elle secoua la tête et me ramena jusqu'à ma chambre, veillant à ce que le train reste dans le salon, comme si elle voulait me tenir éloigné de lui. Allongé dans mon lit, les faibles cris des petites figures continuaient de résonner dans ma tête. Cette nuit-là, je fis de nouveau un rêve à propos du train, mais ce n'était pas un simple jouet. C'était un véritable train, au milieu d'une voie, isolée. Il faisait sombre et froid, et je me trouvais dans l'un des wagons. Les mêmes silhouettes ombrageuses pleuraient et hurlaient tout autour de moi, et leur tristesse m'envahissait. Que se passait-il ? Je n'en étais pas certain, mais j'avais la conviction que ce train se dirigeait vers un endroit dont je ne pourrais pas sortir.
Quand je me réveillais le lendemain matin, j'avais l'impression d'avoir passé la nuit dans un cauchemar sans fin. Mes pensées revenaient sans cesse vers le train jouet. J'essayais d'oublier ce que j'avais vu, mais je savais que c'était impossible. Les cris, le froid, les petites figures, tout cela était trop réel pour être un simple mauvais rêve. Je décidai d'en apprendre davantage sur ce train. Ma mère semblait savoir qu'il y avait quelque chose de bizarre à son sujet, mais elle ne voulait rien me dire. Je me rendis au grenier, où le propriétaire précédent avait laissé des affaires. C'était caché parmi des cartons poussiéreux et de vieux meubles. Il y avait un journal, un vieux carnet aux pages jaunies. Il semblait appartenir à la personne qui vivait dans la maison avant nous. Les premières pages parlaient de la vie quotidienne d'une famille ordinaire, de leur maison et des modifications qu'ils avaient apportées au fil des années. Mais en arrivant aux dernières pages, l'ambiance changeait. Le précédent propriétaire mentionnait un train jouet que son fils avait trouvé dans le garage. L'enfant s'était tout de suite intéressé au train. Après cela, les choses s'étaient dégradées. L'un des écrits disait « Le train bouge la nuit. Il se trouve parfois à des endroits où il ne devrait pas être. » Mon fils dit qu'il entend des bruits et voit de petites personnes bouger à l'intérieur des wagons lorsque le train est en marche. Au début, je pensais que c'était des rêves, mais maintenant, je n'en suis plus sûr. À la lecture de ces mots, un frisson me parcourut, car je savais exactement de quoi il parlait. La note suivante évoquait le comportement étrange du fils du propriétaire. Il avait écrit « Il semble obsédé par le train. Il dit que nous ne pouvons pas empêcher les passagers d'atteindre leur destination. Ce qui n'était qu'un jouet inoffensif semble maintenant envahir toute son attention. » Je fus glacé en lisant la dernière entrée du carnet. Le train s'est encore déplacé tout seul la nuit dernière. Mon fils ne m'a pas laissé l'arrêter, alors je l'ai fait. Il disait que les passagers seraient furieux. Je commence à penser que ce train est bien plus qu'un simple jouet. Il cherche autre chose qu'un simple voyage. Le journal s'arrêtait soudainement après cette note. Il n'y avait plus aucune information sur ce qui était arrivé à la famille, mais chaque page semblait empreinte de peur et de désespoir. Quelque chose de sombre et terrifiant se cachait derrière ce train, quelque chose qu'un enfant ne pouvait imaginer. Je redescendis au salon et vis le train. En pleine journée, il semblait si inoffensif. Mais c'était faux, car ce train n'était pas qu'un simple jouet. Quelque chose à l'intérieur de lui était piégé et voulait atteindre une destination inconnue, et il semblait que c'était mon tour de faire partie de ce voyage. Je me promis cette nuit-là de m'en débarrasser et de ne plus jamais le mettre en marche. Mais ce ne serait pas si facile. Alors que j'essayais de m'endormir, j'entendis de nouveau le son auquel j'étais habitué, le grincement du train revenant à la vie. La chambre était plongée dans l'obscurité, et en ouvrant la porte de ma chambre pour jeter un coup d'œil, je vis les petites ombres se déplacer dans le couloir. On aurait dit qu'elles cherchaient quelque chose ou quelqu'un. Le train semblait vouloir que je le suive. Il me défiait et m'appelait. Je savais que si je n'agissais pas rapidement, je finirais comme le fils de l'ancien propriétaire, piégé et consumé par la malédiction d'un jouet qui n'aurait jamais dû être retrouvé. Cette nuit-là, le bruit du train m'empêcha de dormir. Les craquements se faisaient de plus en plus entendre, comme si la pièce m'appelait à y entrer. Je ne pouvais pas m'empêcher de me lever, c'était comme si une force invisible me poussait. Lorsque j'atteignis le seuil de la pièce, je vis la chose la plus terrifiante que j'avais jamais vue. Mes pieds nus avançaient sans que je puisse les contrôler. Le train était sur les rails, mais il n'était pas seul cette fois. Les petites formes sombres étaient plus visibles, et il semblait que tous les wagons étaient remplis. Un murmure de voix, semblant pleurer et supplier, résonnait dans l'air. Mon cœur battait à toute vitesse alors que je faisais un pas de plus dans la pièce. Le train s'arrêta soudainement, et toutes les ombres à l'intérieur des wagons tournèrent leurs petites têtes vers moi. Quand elles me regardèrent, leurs yeux étaient vides et empreints de tristesse. Elles semblaient vouloir dire quelque chose, mais leur bouche restait immobile, tandis que les murmures continuaient, éparpillés dans tous les sens. Au milieu du chaos, une voix froide et chuchotante déclara clairement « Nous devons arriver à destination ». La voix ne semblait pas humaine. Elle ressemblait plutôt à l'écho de quelque chose de prisonnier depuis très longtemps. Soudain, je ressentis un vertige. Lorsque je clignai des yeux, je me retrouvais ailleurs, comme dans un rêve flou. J'étais dans un wagon de train, assis sur un vieux siège usé. Je regardais autour de moi, déconcerté. La fenêtre du wagon était sombre, donnant l'impression qu'il n'y avait rien à l'extérieur, juste un vide infini. Je vis les mêmes ombres assises sur les sièges, les mêmes que celles que j'avais vues à l'intérieur des wagons du train jouet. Elles étaient immobiles, me fixant de leurs yeux sombres et vides. J'avais une forte envie de crier, mais je ne le pouvais pas. Je me sentais piégé dans un rêve dont je ne pouvais m'échapper. Soudain, le train commença à avancer sur une voie invisible. Je ressentais chaque secousse et chaque chaos dans le wagon, et le bruit du train résonnait dans mes oreilles, me glaçant jusqu'à l'os. Une silhouette sortit du fond du wagon et s'avança vers moi. Sa tenue était très ancienne, et elle était grande et mince. Je savais qu'elle me regardait, même si je ne pouvais pas voir son visage à cause de l'ombre.
C'est ton tour, dit-elle d'une voix qui ressemblait à l'écho d'une grotte. C'est ton tour de les emmener. Ma peur grandissait, et lorsque la silhouette tendit la main pour me toucher, je sus que je devais fuir. Je fermai les yeux et me concentrai de toutes mes forces pour combattre la sensation d'être piégé. Il me fallait me lever et quitter ce train. Lorsque je rouvris les yeux brusquement, je me retrouvai dans la pièce. Le train jouet ne bougeait plus, mais il était toujours sur les rails. L'air de la pièce était épais et glacé, et je tombai au sol, haletant pour retrouver mon souffle. Mon visage était couvert de sueur, et mon cœur battait si fort que je crus un instant que j'allais m'évanouir. J'avais l'impression d'avoir couru pendant des heures. À ce moment-là, je sus que je devais me débarrasser de ce train. La porte ouvrait sur quelque chose que je ne comprenais pas. C'était un aller simple vers les ténèbres, et je n'étais pas sûr de pouvoir revenir par où j'étais venu. Mes mains tremblaient alors que je mettais le train jouet dans une boîte. Il était bien trop proche, et je tentais de le cacher, de l'éloigner, peut-être même de le détruire. Cependant, alors que je m'affairais, j'entendis de nouveau la voix, « Tu ne peux pas échapper au voyage. Nous devons tous atteindre la destination. » Le train était déterminé à m'emporter avec lui, et je savais que la lutte ne faisait que commencer. Il me fallait faire vite. Je devais me débarrasser de ce train pour de bon. Quelque chose de très sombre à son sujet cherchait à m'attirer vers un endroit d'où je ne pourrais jamais revenir. Après ce qui s'est passé dans le wagon cette nuit-là, j'ai décidé que la seule issue était de détruire le train et de briser le lien qui retenait ces âmes captives. J'ai emporté la boîte en bois contenant le train dans le jardin. Il faisait sombre et la lumière était faible, mais cela n'avait pas d'importance. Ma mission était de mettre un terme à tout cela, quoi qu'il en coûte. J'ai pris un bidon d'essence dans le cabanon et j'ai aspergé le train avec. Je sentais que les petites silhouettes à l'intérieur des wagons m'observaient. Leurs yeux vides et furieux semblaient comprendre ce que j'étais sur le point de faire. « C'est fini maintenant », murmurai-je en allumant une allumette. Avant de la jeter dans la boîte, je la maintins un instant et regardai la flamme briller dans l'obscurité. Le feu s'embrasa aussitôt, et bientôt le train fut englouti par les flammes. Alors que le feu grandissait, la vieille peinture et le bois émettaient des craquements sinistres. Je ressentis un soulagement temporaire. Je pensais que le cauchemar était terminé et que tout était enfin réglé. Mais l'air devint à nouveau glacial, si froid que je pouvais voir ma respiration. Le vent souffla, et un son émana du feu, le sifflement perçant et puissant d'un train, comme s'il venait des profondeurs de la terre. Mon cœur battait à tout rompre et je fis un pas en arrière. Il y eut un grondement, et je vis des figures tordues et tourmentées émerger des flammes, comme si elles essayaient de s'en échapper sans y parvenir. Je pouvais les entendre, et leurs murmures se transformèrent en cris de douleur et de désespoir. Je compris alors que quelque chose clochait. Le train ne voulait pas être détruit. Les ombres s'étirèrent et enroulèrent leurs bras sombres autour de moi. Le froid envahit mon corps, comme si quelque chose ou quelqu'un tentait de m'attirer dans le brasier. Je reculai d'un pas, sentant le sol vaciller sous mes pieds, et je tombai. De là où j'étais, je pouvais voir les petites silhouettes dans les flammes. Leurs visages devinrent nets, et ils ressemblaient à des personnes réelles, empreintes de peur et de tristesse. « Libérez-nous » criait-il, et c'est à ce moment-là que je compris que le train n'était pas seulement maudit, mais qu'il transportait des âmes piégées, condamnées à voyager pour l'éternité sans jamais trouver de fin. Je me relevai aussi vite que je le pouvais et courus vers le cabanon. Je revins dans le jardin avec une pelle à la main. Je savais ce que je devais faire. Je devais enterrer la boîte pour que le train ne puisse plus tourmenter qui que ce soit. Je remis les morceaux brûlés dans la boîte alors que le feu crépitait encore et commençait à creuser un trou dans le sol. À chaque pelletée, j'avais l'impression que quelque chose tentait de m'en empêcher. Enfin, je mis la boîte dans le trou et le recouvris de terre. Les voix se turent et le froid commença à s'éloigner. Pour la première fois depuis des jours, le silence n'était que silence. Pendant un moment, je ressentis une paix profonde. Sans train fantôme, ni bruit, ni murmure. Je me sentais plus léger en rentrant à la maison, bien que fatigué. Je me couchai, espérant que tout était enfin terminé. Le calme fut rompu à l'instant où je fermai les yeux. J'entendis derrière moi le faible crissement de roues sur des rails, un bruit lointain. En rouvrant les yeux, mon cœur se figea. Il n'y avait plus de train jouet dans la maison. Je l'avais détruit. Mais juste avant de m'endormir, j'eus l'impression d'entendre le son d'un train quittant le jardin. Il emportait avec lui quelque chose dont je ne savais pas s'il pourrait jamais vraiment se libérer. Peut-être que le train avait enfin atteint sa destination. Ce vieux ours en peluche m'a tout de suite intrigué lorsque je l'ai trouvé dans le grenier de ma grand-mère. Ce n'était pas un ours en peluche mignon et doux ordinaire, il était usé et portait une tache sombre sur un côté. Le rembourrage sortait par les coutures. Malgré son apparence triste, quelque chose dans ses yeux de ses boutons noirs me donnait l'impression que nous partagions un lien que je ne pouvais pas expliquer. Je n'allais jamais au grenier, car ma grand-mère me l'interdisait toujours. C'était vrai, mais elle n'était plus là pour m'en empêcher.
Elle était décédée quelques semaines auparavant, et nous rangions la maison tout en nous remémorant les bons moments passés avec elle. L'air était presque trop épais pour respirer lorsque je montais au grenier. À ce moment-là, je vis l'ours en peluche, allongé seul dans un coin, couvert de poussière. J'ai décidé de l'emporter avec moi. Quelque chose me poussait à le faire, sans que je sache pourquoi. Peut-être une étrange curiosité ou simplement le désir de conserver un souvenir de ma grand-mère. Ce soir-là, je posai l'ours en peluche sur une étagère avec d'autres vieux jouets et livres que je n'avais pas touchés depuis mon enfance. La première nuit sembla calme. Il n'y eut ni bruits étranges ni ombres mouvantes dans l'obscurité. Pourtant, lorsque je me réveillai au milieu de la nuit, je ressentis quelque chose de singulier. Quelque chose n'allait pas. C'était comme si quelqu'un m'observait. Instinctivement, mes yeux se tournèrent vers l'étagère. L'ours en peluche était toujours à l'endroit où je l'avais laissé, mais quelque chose semblait différent. Les petits boutons noirs de ses yeux brillaient d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Son regard semblait exprimer une compréhension mutuelle, un sentiment que nous partagions quelque chose. Je me levai et m'approchai de l'ours, tentant d'ignorer le malaise qui grandissait en moi. Lorsque je le pris dans mes mains, un frisson parcourut mon bras, comme si le jouet était glacé. C'est à ce moment que j'entendis un murmure. Un bruit sourd résonnait dans la pièce, à peine audible. Je me retournai, mais il n'y avait personne. Le murmure revint, cette fois plus fort, me glaçant le sang. Il semblait prononcer mon nom. « Bonjour, Santiago ». La pièce sembla devenir plus oppressante, comme si une présence invisible emplissait l'air. Dès que je le reposai sur l'étagère, je sentis les yeux en bouton me suivre jusqu'à mon lit. Je ne dormis pas de la nuit. Les murmures se faisaient entendre par intermittence, comme s'ils provenaient de tous les coins de la pièce à la fois. Je fixais le plafond, terrifié. Je savais que cet ours en peluche cachait quelque chose de sombre, mais je ne pouvais pas me résoudre à m'en débarrasser. Pourtant, une part de moi voulait comprendre. Quelque chose du passé de ma grand-mère semblait refaire surface à travers lui. Le lendemain, j'essayais d'oublier ce qui s'était passé durant la nuit. Je me dis que j'étais probablement fatigué et que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. L'ours en peluche était toujours sur l'étagère, et malgré le malaise qu'il provoquait en moi, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine fascination. La nuit tomba de nouveau, et la même sensation d'angoisse revint. J'essayais de me distraire, mais l'ours en peluche semblait devenir plus présent à mesure que la pièce s'assombrissait. Je me couchai en essayant de l'ignorer, mais vers minuit, le murmure revint. « Santiago ?» La voix était douce mais distincte, emplissant la pièce de son écho. Je me redressai d'un coup, et lorsque je regardai l'étagère, l'ours en peluche n'y était plus. Mon cœur battait à tout rompre, et une vague de terreur m'envahit. Je balayai la pièce du regard, scrutant chaque coin sombre. Finalement, je le trouvai sur le sol, près de mon lit. Mais quelque chose n'allait pas. L'ours en peluche était assis là, me fixant de ses yeux en bouton, comme si quelqu'un l'avait soigneusement placé à cet endroit. « Qui est là ?» demandai-je à haute voix, mais ma voix ne semblait pas aussi assurée que je l'aurais voulu. Seul le vent dehors et les craquements occasionnels de la vieille maison répondaient à ma question. Les yeux de l'ours, ternes mais brillants, semblaient pleins de larmes. Je décidai de le ramasser, mais dès que je le touchai, les murmures reprirent. Cette fois, ce n'était plus seulement mon nom. C'étaient des mots et des phrases brisées que je ne comprenais pas. La voix disait « Aide-moi », mais le ton changeait constamment, passant parfois à celui d'un enfant, puis à une voix grave et pleine de douleur. Un frisson traversa tout mon corps, et en regardant l'ours en peluche, je remarquai quelque chose de plus effrayant encore. La tache sombre sur son côté semblait s'être agrandie. On aurait dit que quelque chose sortait du jouet. L'animal en peluche commença à se couvrir d'un liquide épais et sombre, ressemblant beaucoup à du sang. Je lâchai l'ours précipitamment, effrayé, et il tomba au sol dans un bruit sourd. Je restai figé, observant le liquide sombre couler le long du côté de la peluche. Les murmures continuaient, plus forts cette fois, comme si de nombreuses voix s'étaient unies pour former une complainte triste et douloureuse. « Libère-nous » répétaient-elles sans cesse, et leur détresse transparaissait dans leur voix. La peur me serrait la gorge, m'empêchant de crier. Je claquai la porte du placard et y jetai l'ours à l'intérieur. J'essayais de respirer lentement et de me convaincre que tout cela n'était qu'un cauchemar. Si je l'ignorais, tout disparaîtrait. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une illusion. Quelque chose était piégé dans cet ours en peluche et cherchait désespérément à sortir. Toute la nuit, je gardais les yeux rivés sur la porte du placard, redoutant de voir quelque chose bouger. Peu à peu, les murmures s'éteignirent, et la pièce retrouva un silence total. Même si les premiers rayons du soleil entraient par la fenêtre, je savais que ce n'était pas terminé. Je sentais que le petit ours ne resterait pas enfermé longtemps. Il semblait qu'une entité ou une personne était prisonnière de cet ours et qu'elle essayait de m'entraîner avec elle. L'ours tentait de me forcer à l'abandonner, mais moi, je voulais découvrir ce qui se cachait réellement en lui. Le lendemain matin,
Avant de retourner me coucher, je tentais de parler à ma mère à propos de l'ours. Elle n'avait jamais cru aux fantômes ni aux phénomènes surnaturels, mais lorsqu'elle m'entendit parler de ce que j'avais trouvé au grenier, son expression changea. Elle essaya de le cacher, mais je vis dans son regard un mélange de confusion et d'inquiétude, comme si elle savait quelque chose qu'elle préférait taire. Elle me dit simplement, « Il vaudrait mieux te débarrasser de ce jouet », sans rien ajouter de plus. Mais cela ne me suffisait pas. La façon dont elle esquivait mes questions ne faisait qu'accroître ma curiosité. Que représentait vraiment cet ours? Pourquoi semblait-il rempli d'une tristesse ancienne et lourde? Cet après-midi-là, je décidai de retourner au grenier. Je fouillai à la recherche de tout indice qui pourrait m'aider à comprendre la connexion entre l'ours en peluche et les événements étranges qui se produisaient autour de moi. Le grenier semblait plus sombre qu'auparavant, comme si la lumière peinait à y pénétrer complètement. Je fouillai dans les boîtes, déplaçant des objets poussiéreux avec mes mains jusqu'à ce que je trouve une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y avait des lettres, des photos en noir et blanc, et un carnet. Sur l'une des photos, je vis une petite fille portant une robe en dentelle et un chapeau d'une autre époque. Elle tenait dans ses bras l'ours en peluche que j'avais retrouvé dans ma chambre. Ses yeux étaient grands et brillants, mais il y avait quelque chose de troublant dans son sourire d'une tristesse qu'elle semblait peiner à dissimuler. Au dos de la photo, un nom était écrit, Clara, 1947. Mes mains tremblaient en ouvrant le carnet. Je commençais à lire. Les premières pages décrivaient la vie quotidienne de ma grand-mère. Elle parlait de journées ensoleillées, de promenades au parc, et de soirées au coin du feu. Mais peu à peu, le ton changea. Clara était sa petite sœur. Elle était douce et avait toujours cet ours en peluche avec elle. Ma grand-mère écrivait que, en grandissant, quelque chose semblait changer chez Clara. Clara dit que l'ours lui parle, disait une entrée dans le carnet. Elle affirme qu'il lui raconte des histoires de lieux sombres et effrayants la nuit. Mes parents pensent qu'elle invente, mais moi, je l'ai entendue hier soir. Elle parlait toute seule dans sa chambre, mais personne n'était avec elle. La lecture de ces mots me fit frissonner. Clara avait possédé le même ours que celui qui se trouvait maintenant dans ma chambre. Il semblait l'avoir entraîné dans un lieu sombre. En poursuivant ma lecture, je tombais sur un passage encore plus triste. Clara n'est plus là. Elle s'est cachée à tous. La dernière fois que je l'ai vue, elle était blottie avec l'ours en peluche dans le grenier. La maison ne semble plus vide, il y a une étrange présence dans l'air. Tout devint soudain clair. L'ours en peluche était resté dans le grenier depuis la disparition de Clara. Il semblait attendre là, triste, comme une âme abandonnée. Alors que j'essayais d'imaginer la peur de Clara, piégée entre la réalité et l'inconnu, attirée par ce petit ours, les larmes me montèrent aux yeux. Je refermai le carnet d'un geste brusque, déterminé à en finir. Je ne pouvais pas laisser l'histoire de Clara se répéter. Je redescendis du grenier et ouvris la porte du placard pour retrouver l'ours en peluche. C'était lui. Ses yeux en bouton me regardaient avec la même tristesse que celle que j'avais vue sur la photo. La tache sombre sur son côté semblait s'agrandir, comme si l'ours absorbait toute l'obscurité qui l'entourait. « Tu dois me libérer » murmura la voix de Clara à mon oreille. Elle était piégée à l'intérieur de cet ours en peluche, le jouet était devenu une partie de son âme. J'étais à la fois effrayé et triste. Je ne pouvais plus supporter de la voir souffrir. Dès que je pris l'ours dans mes mains, je sus que je devais agir. Mais la question restait, comment pourrais-je le libérer sans être moi-même pris dans la malédiction du jouet? Les murmures emplirent la pièce tandis que je cherchais une réponse, une manière de libérer Clara et de me libérer moi-même de l'obscurité qui entourait la peluche. Je savais que je devais agir vite, maintenant que l'ours était entre mes mains. Bien que les murmures se soient faits plus discrets, je pouvais sentir la tristesse imprégner la pièce. Une autre voix, plus sombre et désespérée, me suppliait également. La voix de Clara était toujours présente, mais je comprenais désormais que l'esprit de Clara n'était pas le seul à être piégé. L'ours recelait quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait captivé le cœur de la petite fille. En observant l'ours, je savais que je devais le libérer. Je devais briser la malédiction qui pesait sur la peluche et sur la maison. Beaucoup des histoires que j'avais entendues sur les objets maudits disaient que la seule manière de se défaire de leur pouvoir était de les cacher ou de les brûler loin de tout. Cependant, brûler l'ours ne suffirait pas pour Clara. Elle devait trouver la paix avec le monde qu'elle avait perdu et faire un geste qui la ramènerait à la lumière. Je pris l'ours avec moi jusqu'au grenier et allumai quelques bougies que j'avais trouvées parmi les vieilleries de ma grand-mère. L'air était si dense qu'il semblait que des yeux invisibles me surveillaient depuis chaque recoin sombre du grenier. Je m'agenouillai devant la peluche et la plaçai au centre d'un tapis usé. « Clara, je suis là pour t'aider » criai-je, le cœur battant à tout rompre. Les bougies vacillèrent, et les murmures s'intensifièrent jusqu'à résonner dans chaque recoin du grenier. L'ours, immobile jusque-là, bougea légèrement, comme s'il réagissait à mes paroles. « Laisse-moi partir » dit la voix de Clara, faible et lointaine. La gorge serrée, je compris qu'il était temps de libérer ma grand-tante.
Je vais t'aider, Clara, promis-je, les larmes aux yeux. Je ne te laisserai pas rester prisonnière ici. À cet instant précis, les lumières s'éteignirent soudainement, plongeant le grenier dans une obscurité totale. J'entendis une respiration lourde et le bruit de quelque chose qui se déplaçait dans l'ombre. Je savais que je n'étais pas seul. Les formes sombres qui avaient emprisonné Clara m'observaient, tentant de m'empêcher de la libérer. Lorsque je sentis une main glacée toucher mon épaule, je crus que j'allais défaillir. J'avais envie de fuir, mais je savais que je ne pouvais pas maintenant que je comprenais tout. Je tentais de rester calme en prenant une profonde respiration. Je fermais les yeux et imaginais Clara telle qu'elle était sur la photo, une petite fille heureuse, vêtue de dentelle, serrant son ours en peluche. Je me rappelais de ce que sa vie avait dû être avant que tout ne bascule. Clara, suis la lumière, murmurai-je en pensant à l'image de la fillette libre, en dehors de l'ours en peluche. L'atmosphère commença à changer. Les murmures devinrent plus tranchants, comme s'ils étaient en colère. Cette sensation oppressante sur ma poitrine, qui me donnait l'impression que quelque chose me plaquait au sol, me poussa à continuer. « Clara, tu dois partir » criai-je de toutes mes forces. « Tu dois être libre. » À cet instant, une lueur douce émana de l'ours en peluche. Un éclat lumineux illumina brièvement ses yeux en bouton, les rendant moins sombres et vides. La tache noire sur son flanc commença à disparaître, comme si quelque chose libérait la peluche de l'obscurité qui l'avait enveloppée. Les ombres s'éclaircirent et l'air du grenier devint moins lourd. La douleur dans ma poitrine disparut, et le petit ours tomba enfin sur le côté, inerte. Le grenier retrouva son calme, et la tristesse s'estompa lentement, laissant place à une atmosphère douce et apaisante. Lorsque j'entendis la voix de Clara murmurer « Merci », je sus qu'elle était enfin libre. Lorsque les lumières se rallumèrent, le grenier semblait différent, plus léger, comme si une obscurité en avait été chassée. En regardant l'ours en peluche, désormais simple jouet usé, je compris que j'avais fait le bon choix. Avec précaution, je le pris et redescendis du grenier. Je savais qu'il fallait l'enterrer pour qu'il repose en paix. La malédiction de l'ours avait été brisée, et Clara avait enfin trouvé la paix. Même si je m'apprêtais à enterrer le jouet dans le jardin, je ne pouvais m'empêcher de ressentir qu'une partie de cette histoire restait gravée dans mon esprit. Il subsistait un lien ténu avec le passé, et les ombres qui avaient hanté Clara pendant si longtemps ne s'évanouiraient jamais tout à fait. Lorsque j'arrivai au jardin, les premiers rayons de l'aube traversaient déjà les arbres. L'ours en peluche avait changé. Il n'avait plus cette présence sombre et effrayante qui me faisait frissonner. Il n'était désormais plus qu'un vieux jouet abîmé par le temps. Pourtant, je savais que ce que j'avais laissé derrière moi dans le grenier n'était pas terminé. Je pensais que Clara méritait un dernier repos, tout comme moi. Je pris une pelle et creusai un grand trou dans le jardin, à côté du vieux chêne où ma grand-mère avait l'habitude de s'asseoir. Je ressentais une sérénité que je n'avais pas connue depuis que j'avais trouvé l'ours en peluche, à mesure que la terre s'effondrait sous mes pieds. Les murmures avaient disparu, et l'air n'était plus oppressant. Je pris une profonde inspiration, sentant pour la première fois depuis des jours que tout irait bien. Le trou était enfin assez profond. Avec précaution, je plaçai la peluche à l'intérieur, comme si je laissais enfin un vieil ami se reposer. Avant de recouvrir le trou, je fermai les yeux et murmurai « Repose en paix, Clara ». J'espérais qu'elle trouverait la lumière qu'elle méritait enfin. Mes paroles étaient simples, mais elles venaient du cœur. Je savais que c'était la seule manière de lui dire adieu, ainsi qu'à l'obscurité qui avait hanté notre famille si longtemps. Recouvrir le trou de terre me fit du bien. À chaque coup de pelle, je sentais le poids sur mes épaules s'alléger. Lorsque j'eus terminé, je restai là un moment, regardant la terre et la douce brise qui faisait bouger les feuilles du chêne. L'air semblait différent, comme si une énergie lourde avait quitté la maison. Cette nuit-là, je dormis profondément pour la première fois depuis ce qui me semblait être des semaines. Il n'y avait plus de murmures ni de formes mouvantes dans ma chambre. Les yeux en bouton sur l'étagère ne semblaient plus me fixer. Il n'y avait que le silence, un silence apaisant, comme le calme après une tempête désormais passée. Au fil des jours, il m'arrivait parfois de vouloir retourner dans le jardin et de déterrer l'ours en peluche, mais je résistais à l'envie. Je savais qu'il fallait le laisser en paix et ne pas réveiller le mal que nous avions réussi à éloigner. Ma mère aussi remarqua le changement. La tristesse qui planait sur la maison depuis la mort de ma grand-mère semblait s'atténuer. Même si je ne lui avais jamais raconté ce qui s'était passé, je vis ses yeux s'illuminer de soulagement, comme si elle aussi sentait qu'un cercle sombre avait été refermé. Quelques semaines plus tard, en triant les affaires de ma grand-mère, je tombai sur une dernière photo de Clara et de ma grand-mère ensemble. L'ours était assis entre elles, tandis qu'elle se tenait sous le chêne. Clara souriait, et c'était un sourire vrai, un sourire de bonheur. Je compris alors que, malgré le fait que l'ours en peluche ait été une porte vers les ténèbres, il était aussi un symbole de sa joie. J'avais ressenti cet amour cette nuit-là dans le grenier, car Clara aimait cet ours. C'était le dernier lien dont elle avait besoin pour être libre. De la fenêtre,
le chêne attira mon regard. L'espace d'un instant, j'eus l'impression de voir une petite ombre près du tronc, comme une fillette faisant ses adieux. Mon corps ressentit à la fois une sensation de froid et de chaleur. Clara était enfin libre, et je savais qu'elle veillerait toujours sur nous, depuis un endroit plus lumineux. Le triste ours en peluche appartenait désormais au passé, un passé qui avait trouvé une fin et une paix. Je savais que j'avais pris la bonne décision, même si je ne saurais jamais vraiment quelle force obscure habitait cet animal en peluche. J'avais libéré ce qui était emprisonné, et dans ce processus, j'avais trouvé la paix.